Dans les coulisses du patrimoine, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'Art et d'Histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast « Dans les coulisses du Pays d'Art et d'Histoire ». Le premier épisode était consacré au programme des rendez-vous du Pays d'Art et d'Histoire qu'Aurélien et Thomas vous ont présenté comment ils l'établissaient, comment ils travaillaient avec les partenaires. Dans ces rendez-vous, dans ces dates en fait, d'animation, on peut retrouver des visites guidées, des apéro-conférences, des boca-balades, mais également des activités ludiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on entend par activité ludique ? Je vais répondre à la question. Du coup, en fait, ludique, ça vient du latin ludus, qui veut dire jeu. Donc, l'idée de ces activités ludiques, c'est de proposer aux visiteurs un jeu qui va en même temps leur permettre d'acquérir des connaissances sur l'histoire et le patrimoine du Charolais-Brionnais. Donc, en fait, c'est tout simplement apprendre en s'amusant. Et du coup, dans ce cadre-là, on propose un certain nombre d'activités. Alors, tout d'abord, un escape game qui s'appelle Archi en panique. Alors, c'est un escape game qu'on propose maintenant depuis 3 ans et qui est itinérant. Donc, je rappelle que le Pays d'Art et d'Histoire couvre un territoire de 129 communes. Donc, chaque année, on essaye de le proposer dans des lieux différents. Et par exemple, donc, cet escape game va permettre aux joueurs d'acquérir des connaissances sur la restauration du patrimoine et les métiers qui y sont liés. Alors ensuite, cette année, on va avoir une nouvelle offre. On va proposer des enquêtes dans 4 lieux du territoire, donc Laclette, Marelle-Monial, Marcigny et également Bourbon-Lancy. L'idée, encore une fois, c'est d'apporter de la connaissance, mais toujours dans l'idée d'un jeu avec là pour le coup une problématique, enfin c'est un peu la même chose que dans l'escape game finalement, une problématique, enfin une énigme à résoudre et donc en même temps voilà l'apport de connaissances sur le patrimoine local. Et donc ces enquêtes elles vont faire un focus sur un aspect historique un peu particulier de chacun des lieux que j'ai cités. Par exemple, donc, Laclette, on va se focaliser sur les foires de Laclette qui se sont développées au XVe siècle et qui sont vraiment importantes dans l'histoire de la ville, fondatrices en fait pour le développement de la ville. Voilà, donc rapidement. Et puis enfin, on propose aussi des visites accompagnées, enfin des visites commentées avec un guide, mais aussi sous un angle plus ludique. Alors par exemple, les visites d'église romane à la lampe torche, en fait, le guide va poser une question et les visiteurs, à l'aide de leur lampe torche, vont balayer l'espace de l'église et essayer de pointer la lampe sur l'élément qui est l'objet de la question du guide. Voilà. Donc évidemment, c'est des visites nocturnes qui se passent le soir pour qu'on ait la pénombre et que les lampes torches soient vraiment utiles. Oui. Exactement, et du coup, dans le même ordre d'idées, visite ludique, on propose aussi des visites parfois à tort ou à raison. Donc en fait, il y a 2 guides et chacun donne une version un peu différente des faits et les visiteurs votent pour celui qu'ils pensent avoir raison. Et à la fin, donc, on comptabilise les points. Voilà, ils peuvent se mettre par équipe et puis on comptabilise les points de ceux qui ont choisi la bonne réponse. Et puis, voilà, ils gagnent des petits lots à la fin de la visite. Donc voilà ce qu'on entend par activité ludique. Merci beaucoup Aurélien là, pour cette explication de ce que vous proposez sur les activités ludiques. Ça donne vraiment envie, je trouve. Voilà, c'est vrai que d'aborder ces questions sous un angle convivial, sympathique. Voilà.
Mais Thomas, peut-être que tu peux nous expliquer aussi pourquoi développer ce type d'activité. Oui, alors aujourd'hui, c'est important de se diversifier dans notre métier parce qu'on se rend compte que les visites classiques guidées attirent moins les foules qu'elles ont pu le faire par le passé. Il y a plusieurs choses hein, qui peuvent l'expliquer, mais il y en a une qui revient assez souvent quand on discute avec des gens, c'est qu'ils pensent que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas les connaissances et qu'ils vont pas se rendre du coup sur ce type de visite. C'est une des premières raisons qui fait qu'on développe des activités plus ludiques, c'est de casser cette barrière. On est dans un format de jeu, donc les gens vont plus facilement venir et se laisser prendre en fait, parce que ils ont moins la sensation d'avoir besoin de connaître des choses. Ils sont plus à l'aise, plus relâchés, on va dire. Et c'est aussi l'objectif hein, de ces visites, c'est d'avoir quelque chose de plus détendu. Donc c'est une des premières raisons hein, qui va nous mener à ça, donc casser cette barrière et finalement attirer un public différent, qu'on ne touche pas sur d'autres activités qu'on organise, que ce soit les visites classiques, les bocabalades, les conférences. Et d'ailleurs, juste je te coupe, en fait, ce qui est aussi intéressant avec ces activités, c'est que plutôt que l'audience soit passive en train d'écouter le guide, là, elle est vraiment active, puisque c'est elle qui fait réellement l'activité. Et bon, il y a un animateur, mais qui est vraiment là juste pour encadrer et soutenir et apporter quelques informations. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est que le visiteur est actif. Oui. Oui. Et là, vous le constatez, ça déjà, sur les activités ludiques que vous avez déjà pu réaliser, vous constatez que le public n'est pas le même en fait. Hein, Non. vous arrivez à toucher, à intéresser d'autres personnes. Non, tout à fait, c'est un public différent hein, qu'on reçoit sur ces activités ludiques, souvent plus jeunes, hein, même si on a des personnes de tout âge, hein, mais on a un public plus jeune et ça, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est souvent des activités qui se font en groupe. Comme Aurélien l'a dit, hein, pour les visitateurs ou à raison, ça se fait par équipe. Les escape games, c'est des groupes de 5 ou 6, donc on constate qu'on va avoir des gens d'âge différents et qui vont venir souvent en groupe déjà formés, donc que ça soit des familles, des groupes d'amis, qui vont venir vraiment pour s'amuser ensemble et nous, notre objectif, c'est que dans cet amusement, il y ait de la connaissance qui soit transmise. C'est ça, ouais, ça permet d'avoir un public un peu intergénérationnel. On voit des fois les grands-parents avec les petits-enfants, voilà, de ce genre de choses. Oui. Après, on a quelque chose qui revient souvent, malgré tout, quand on parle de ces activités ludiques. Les gens les identifient souvent, en fait, aux enfants. Ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. On pense vraiment ces activités pour tous les âges. Donc des enfants peuvent venir. Hein. Ils viennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents, comme on l'a dit. Mais on peut aussi avoir un public uniquement adulte qui fait ces activités et qui peut y trouver... en fait, tout le monde peut y trouver son compte dans ces activités-là. Elles sont pensées pour être, comme Aurélien le disait, intergénérationnelles, que tout le monde puisse s'amuser en suivant ces activités. Et il y a une troisième raison hein, qu'il faut pas nier, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir en fait à créer ces activités qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu après, hein, mais on a un fond qui reste similaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de créer. C'est la forme qui va vraiment changer et on va pouvoir faire preuve de créativité, ce qu'on fait moins hein, généralement dans les visites classiques. On va être plus dans de la transmission de connaissances un petit peu brute, j'ai envie de dire, même si on fait notre travail de médiateur en la mettant à portée du public, mais là on a un vrai travail de créativité à réaliser quand on fait ces activités ludiques et c'est agréable à faire, ça change, on s'amuse malgré tout en le créant. Et quand on s'amuse en travaillant, c'est toujours agréable. Donc, comme tu viens de nous l'expliquer, Thomas,
la création de ces activités ludiques nécessite également un travail sur le fond pour créer effectivement l'histoire de l'enquête ou de l'escape game. Est-ce que Aurélien, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce travail? Donc en fait, effectivement, dans le cas du jeu, on veut apporter un certain nombre d'informations, d'éléments historiques réels. Et donc ça demande un travail de fond. Alors par exemple, sur l'enquête qui aura lieu à Laclette, ça se base sur les foires de Laclette. Donc on va amener des informations historiques avérées. Par exemple, voilà le fait qu'en 1437, le duc de Bourgogne accorde la création de 3 foires annuelles à Laclette. Autre fait avéré, c'est que du coup on intègre aussi dans le jeu l'idée que ces foires de Laclette vont entrer en concurrence avec celles de la ville voisine, enfin presque voisine de Bois-Sainte-Marie. Et du coup, effectivement, que dans l'histoire, ces foires vont être en concurrence et que Laclette va au final supplanter Bois-Sainte-Marie en termes de rayonnement sur le territoire et d'importance économique. Donc voilà, on essaye d'amener vraiment des choses avérées. Par exemple aussi, sans trop en révéler, on a été amené à regarder exactement quels étaient les péages sur la Loire au XVe siècle, parce que ça, c'est en lien avec une énigme qu'il y a dans le jeu. Voilà. Et puis, du coup, également, quand même, enfin voilà, dans le cadre de ces jeux, il y a un scénario, on va amener, faire intervenir des personnages, etc. Donc là, on est obligé quand même d'aller un peu vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'imaginaire. Mais malgré tout, on essaye que tout ce qui est inventé ou imaginé pour le jeu reste voilà, dans un contexte qui soit crédible par rapport à la période historique dans laquelle ça se produit. Je vais laisser Thomas en dire un peu plus sur cet aspect-là. Effectivement, tous nos jeux vont s'inscrire dans un contexte, hein, dans une période assez précise. Dans le cas des foires de Laclette, c'est au XVe siècle et dans le cas de ce grand commerce européen qui s'est mis en place pendant le Moyen Âge et qui arrive un peu à son aboutissement, hein, dans ce milieu du XVe siècle. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on invente, même si ça n'a pas forcément existé historiquement, ça soit crédible, ça ait pu se produire, que ça n'aille pas contre ce qu'on sait de ces périodes. Donc on a eu besoin en fait de lire beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup d'ouvrages, notamment sur comment se déroulait une foire, qui est-ce qu'on trouvait dans une foire. Donc on a pu découvrir qu'en fait on a cet axe, hein, nord-sud qui va relier principalement les Flandres à l'Italie, qui sont les deux grandes régions commerciales au Moyen Âge. Et on a donc des marchands en fait qui vont venir de différents endroits en Europe. Donc si on a des marchands étrangers, notamment italiens, notamment néerlandais, on ne sait pas s'il y a eu ces marchands-là, en fait, dans les foires de Laclette. On ne sait pas si aux foires de Laclette, on a eu un marchand italien qui est venu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une possibilité. Ça ne va pas contre ce qu'on sait des foires médiévales, qui est un marchand italien qui se déplace aux foires de Laclette. Donc c'est toute cette compréhension en fait du contexte historique qui va nous permettre que nos inventions soient crédibles et apportent des connaissances historiques qui soient plutôt justes finalement. Donc là, on voit que, comme pour vos animations, toutes vos visites, il y a un travail de fond qui est très important. Mais là, en plus, pour ces activités ludiques, vous devez travailler encore plus la forme que d'habitude, et notamment peut-être la scénarisation de ces activités. Bah oui, du coup, je tenais quand même à dire que, en fait, cette idée de scénarisation, on la développe aussi quand même dans nos offres de visite commentées plus classiques, parce que du coup, même si du coup il n'y a pas une idée de jeu, il y a quand même dans ces visites commentées qu'on peut proposer l'idée d'apporter des informations en déroulant un fil rouge, enfin en répondant à une problématique. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais là il faut aller plus loin. Parce que du coup, il faut développer une mécanique de jeu, enfin l'idée d'une progression, avec à chaque fois des exercices ou des petites épreuves qui permettent d'avancer dans le jeu. Donc c'est quand même un exercice assez différent.
Et du coup, voilà. Alors après, aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de se baser sur des mécaniques de jeu un peu connues. Alors, puisqu'on a parlé de l'enquête de Laclette, voilà, là, sur cette enquête-là, on va être un peu sur une mécanique de jeu connue qui va être celle plus ou moins des mystères de Pékin ou du Cluedo, où l'objectif c'est de trouver on trouve des éléments au fil du jeu qui permettent d'éliminer un protagoniste. Mais voilà, tout ça, ça demande quand même un travail de réflexion, d'imagination un peu plus important que pour voilà, ce qu'on peut faire habituellement. Il y a toute une scénarisation aussi autour de l'histoire en elle-même. Je pense notamment à l'enquête qu'on est en train de créer pour Marcini, dans laquelle en fait on a la grande histoire, hein, finalement, celle qui va parler à des gens qui sont moins spécialisés. Donc Marcini en fait avait un prieuré de dames qui a accueilli, qui était très connu au Moyen-Âge et qui a donc accueilli certaines sommités. Et là on va utiliser le cas de l'accueil d'une princesse anglaise, donc la fille de Guillaume le Conquérant, et qui a été mariée à Étienne de Blois, donc un comte qui est mort en croisade. Donc l'utilisation en fait de ces éléments, princesse d'Angleterre, croisade, qui vont parler à tout le monde, vont permettre d'amener les gens vers une histoire beaucoup plus locale, beaucoup plus précise, qui aurait peut-être été un petit peu plus compliquée d'aborder pour le grand public si elle était prise de manière seule, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une de ces activités ludiques, en l'occurrence une visite nocturne de l'église d'Anzy-le-Duc. L'approche est complètement différente. Déjà, c'est vrai qu'il y a une mise en scène, en fait. On arrive, le soleil se couche. Donc, c'est vrai que ça met une atmosphère déjà un petit peu originale et particulière par rapport à une visite classique. Et ensuite, quand la nuit tombe complètement et qu'on se retrouve simplement avec les lampes torches, les indications du guide prennent plus, je sais pas, plus d'ampleur, plus voilà, parce qu'on a vraiment le son, on a presque plus d'images ou moins d'images, du coup, on est moins dispersé. Et en fait, donc la visite est rythmée par des questions, des énigmes. Et ces énigmes, en fait, nous invitent à vraiment faire des focus sur des sculptures avec notre lampe torche. Et en fait, on les regarde vraiment. On ne fait pas juste que de les voir finalement. Avec la lampe torche, on regarde, on scrute en fait chaque détail pour essayer de trouver l'élément justement recherché par le guide, quoi. Donc c'est vrai que ça apporte autre chose, vraiment un plus, et l'atmosphère est quand même chouette aussi, en plus de tout le reste, quoi. Donc voilà pour la scénarisation. Sur la mise en forme de ces activités ludiques, il y a également un travail à réaliser. Thomas, est-ce que Oui, tu peux nous oui, expliquer ? c'est évident parce que, bon, déjà, on n'est pas dans une visite classique où on a un groupe qui va suivre un guide, hein, pour le cas des enquêtes, je vais parler. On a un public, comme on le disait, qui est actif et qui va être un peu plus en autonomie. On va être également dans des monuments ou pour le cas de la Clède, carrément dans la ville, où on partage en fait l'espace avec des gens qui ne font pas partie de cette activité ludique. Donc il faut réfléchir à comment on s'implante. On n'est pas, même avec notre escape game, hein, on n'est pas un endroit, on a un local, les gens rentrent, ils font leur escape game, ils ressortent. Là, on est dans un lieu qu'on partage. Je pense à la visite, à l'enquête qui aura lieu à Paray-le-Monial, à la basilique, où il peut y avoir des gens qui viennent, que ce soit pour visiter la basilique, sans guide, hein, juste pour observer, ou même des gens qui viennent pratiquer leur culte. Il faut pouvoir s'inscrire sans dénaturer le bâtiment. Donc il a fallu trouver des solutions parce on peut pas avoir des acteurs, hein, qui vont jouer les rôles. C'est un budget qui est beaucoup trop important pour ce qu'on a. Donc il a fallu trouver une solution, celle qu'on a retenue en fait et qu'on va utiliser sur l'ensemble des enquêtes. C'est un système de QR code qu'on peut donc placer aux différents endroits voulus de notre bâtiment.
et qu'on pourra retirer tout de suite après. Donc déjà, on ne marque pas le bâtiment dans la durée, ça sera là uniquement le temps de la visite, et ça va permettre aux gens d'aller flasher les différents QR codes en autonomie et d'obtenir leurs indices qui vont permettre à terme de résoudre l'enquête. Mais ça, c'est toute une réflexion qu'il a fallu mener sur comment on crée un jeu, littéralement, dans un bâtiment historique et même un bâtiment de culte, pour le cas de Paray-le-Monial, sans déranger en fait les autres usagers du bâtiment. D'accord, très bien. Donc, sur cette mise en forme, cette scénarisation, vous vous faites accompagner de professionnels dont c'est le métier? Effectivement, c'est pas tout à fait déjà notre métier de concevoir des jeux, donc on fait appel à des professionnels qui vont apporter leur expertise. Et puis également, voilà, on a une charge de travail qui fait que parfois on a aussi besoin d'être accompagné et de déléguer à des prestataires la réalisation de certains aspects, mais c'est surtout effectivement parce que du coup ils vont nous apporter leur expertise. Donc par exemple, typiquement, l'escape game, voilà, on a fait un appel à un prestataire. Donc on a travaillé ensemble sur les grandes idées qu'on voulait amener dans le jeu, les grandes lignes du jeu, etc. Mais ensuite, le prestataire nous a amené tout le déroulé, toute la mécanique du jeu, et puis également la fabrication de l'ensemble des supports du jeu. Parce que, bon, on l'a dit, pour les enquêtes, on va être simplement sur des petits QR codes qu'on va imprimer sur du papier et qu'on va placer et ensuite enlever dans le lieu. Mais l'escape game, voilà, ça demande des supports de jeu plus importants. Donc là, on a besoin d'être accompagné. Par exemple, dans l'escape game, il y a une maquette de façade d'église qu'il a fallu faire sur mesure par rapport à différents aspects du jeu. Donc là, effectivement, on a besoin d'un accompagnement à la fois sur le scénario du jeu et puis plus technique sur la fabrication des supports de jeu. Après, par exemple, ça peut être aussi sur la création de documents papier, de cartes. Et aussi, par exemple, dans le cadre de l'escape game, on avait aussi besoin de créer un seau. Enfin, voilà. Sur tous ces aspects-là de fabrication et aussi de scénarisation, on a vraiment besoin d'un accompagnement. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir embarqués avec vous dans les coulisses du Pays d'Art et d'Histoire. On peut retrouver toutes les informations liées au calendrier des animations ludiques qui sont proposées pour cette saison dans la brochure des rendez-vous 2025, également sur le site internet du Pays Charolais-Brionnais et sur ceux des offices de tourisme. Merci encore et au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.